Le premier débat intitulé « Des métiers, ceux qui vont disparaître et ceux qui vont naître ». Et j'appelle à la table Mehdi El Alami, Nicolas Bouzou, Jacqueline Hubert, le modérateur étant Fabien Guèze. Venez vous asseoir. Voilà. Bonjour. Tout va bien? Vous allez bien? Tenez, mettez-vous là-bas. Voilà. Merci. La table bascule. Voilà, ça va. Fâché. Un, deux. Voilà. C'est assez lumineux. Assez... Micro marche. Oui. Eh bien, bonjour à tous et merci d'être là pour cette 9e édition de CHAM. Aujourd'hui, sans grève, sans manifestation, sans épidémie, c'est génial. Le monde s'est arrêté pour CHAM, c'est génial. Ça fait, je crois que c'est la 6e fois que je viens. Je n'ai jamais vu de pluie à CHAM. Vraiment, ce congrès est béni des dieux. Merci Guy, merci de m'avoir fait l'honneur d'animer cette première table ronde et surtout de m'avoir donné la pression. Évidemment, c'est toujours une pression assez conséquente, d'autant que les experts sont sur la table, mais surtout, on a un public d'experts. Donc c'est un peu plus compliqué. Alors Guy nous a demandé expressément de ne pas présenter les experts pour gagner un petit peu de temps. Donc je vous laisserai deviner qui est Nicolas Bouzou, qui est Mehdi El Alami et qui est Jacqueline Hubert. Bon, Jacqueline Hubert, ça sera plus simple. Mais... Voilà, donc entrons dans le vif du sujet. Donc Jacqueline Hubert, bonjour. Bonjour. Mehdi El Alami, bonjour. Bonjour. Nicolas, bonjour. Bonjour. Tes poules vont bien? Oui, formidable. Oui, absolument. Alors des poules au sens propre, hein, parce que j'élève des poules, moi. Parce que c'est le seul au monde qui non seulement a des poules dans son jardin, mais il a des poules apprivoisées, qui ont des noms et qui l'appellent par leur prénom, par leur nom, et elles viennent s'asseoir sur tes genoux. C'est Guy, je pensais que tu m'amenais des experts normaux. Bon, tant pis. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Nicolas, juste 2 mots, rassure-moi. Est-ce que dans 15-20 ans, il y aura encore des cardiologues? Je suis pas sûr. Fais gaffe. Je suis pas sûr parce que, au fond, le cœur de l'activité d'un cardiologue, c'est-à-dire l'électrocardiogramme, je pense très honnêtement qu'une intelligence artificielle pourra le faire très bien à l'horizon de 15-20 ans. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y aura plus de cardiologues, ça veut dire qu'il y en aura peut-être moins ou que cette spécialité sera fondue dans un métier qui sera un métier sans doute plus généraliste et donc je ne peux pas te rassurer complètement. Merci Nicolas, au revoir, à bientôt. En fait, je dis pas ça pour moi, mais je dis non, ceux qui vont arriver, qui vont payer. Mais de toute façon, le corporatisme n'a pas du tout atteint le secteur de la santé, comme chacun le sait ici. Comme chacun le sait. Alors, donc, nous sommes en 2030, 2035. Un patient entre dans une pièce, une voix d'outre-tombe lui demande d'aller jusqu'à un petit cercle. Il est debout. Il y a un médecin cyborg qui a un petit peu les traits d'un médecin, avec même quelques expressions. Mais jamais fatigué, qui travaille 24 heures sur 24, pas comme nous les fainéants, et qui va donc envoyer un petit rayon sur l'iris du patient et il aura instantanément ses coordonnées, ses paramètres, son historique et bien sûr son numéro de carte de crédit. Il n'y aura plus peut-être d'espèces, mais il y aura encore des cartes de crédit, ça c'est sûr. Ce même rayon va scanner évidemment tout le corps, il surveillera les différents implants et évidemment pas de questions au patient, il fera un diagnostic très précis. Le patient va cracher dans un verre pour son ADN et analyser. Des médicaments lui sont livrés directement par un drone, sans passer par le pharmacie, puisqu'on verra tout à l'heure. Voilà, si le robot juge qu'il faut l'hospitaliser, une ambulance sans chauffeur va le transporter à l'hôpital. La téléportation, c'est 10 ans après, donc on n'est pas encore là. Donc, ou des infirmières cyborgs, elles aussi, dans des corps de rêve. Bon, ça, c'est mon fantasme. Le prendront en charge. Un vrai ou faux médecin parlera par un écran interposé. Traitera le patient retourne chez lui immédiatement. Dommage pour les hôpitaux. Et des capteurs à domicile, donc scruteront ses paramètres en permanence. J'ai faux, j'ai bon? Alors, vous posez la question au premier qui n'est pas médecin, si je puis dire, autour de la table. Donc je prends un risque, mais je le prends, en fait, sans figure de style. À part l'infirmière, bien sûr. Oui. Sans figure de style, le patient n'ira pas, en fait, chez le médecin. Physiquement, il ne sera pas dans cette boîte noire ou cette machine. Tout simplement parce que l'observation de ses paramètres par l'ensemble des sensors qui l'entourent, l'observation de son comportement, de ses données de santé, auront permis de détecter suffisamment en avance les symptômes
qui vont lui éviter d'arriver jusqu'à ce stade. Et donc, son coach ou son médecin, en fait, l'aura prévenu avant pour lui permettre de l'éviter. Alors, j'exagère un peu, bien évidemment, beaucoup même, mais c'est pour insister sur le fait qu'on pense aujourd'hui beaucoup, quand on parle de robotique ou d'intelligence artificielle, à répliquer ce qui se passe aujourd'hui. Il ne faut pas penser à répliquer et remplacer, il faut probablement penser à la meilleure manière d'augmenter ce que l'on fait aujourd'hui. Jacqueline, 2035, c'est un peu du délire, ce que je viens de dire? Alors, j'espère que c'est un peu du délire. Je crois qu'il faut garder la dimension humaine à la médecine. Et cette médecine désincarnée que vous décrivez, c'est vraiment pas celle à laquelle j'aspire, en tout cas. Et je pense beaucoup de salariés, médecins non médicaux de l'hôpital. Mais ça peut, une partie des choses que vous avez décrites vont sans doute se réaliser. Les diagnostics automatiques, les thérapeutiques et les livraisons, oui, et les suivis à distance, oui, certainement. Alors, avant de démarrer, on va diviser un petit peu la table ronde en 3 parties. Les métiers qui vont peut-être disparaître, ceux qui vont ensuite apparaître, être complémentaires des autres, et ensuite comment former les professionnels de santé. Juste avant une petite chose, Mehdi, différence, parce que vous dites souvent que les gens mélangent un peu robotisation, robot et intelligence artificielle. Absolument. Pour faire une analogie assez simple, les robots, ça va être les mains, les pieds, et en fait, l'intelligence artificielle, ça va être le cerveau. Alors, avec une particularité par rapport aux algorithmes existants aujourd'hui, c'est que ces systèmes sont capables d'apprendre quand on parle d'intelligence artificielle. Un autre point d'attention, c'est que la définition évolue dans le temps. Au fur et à mesure que les problèmes sont résolus par les algorithmes et les systèmes actuels, on repousse cette limite. Concrètement, il y a 15 ans, reconnaître des caractères, reconnaître de la voix, c'était de l'ordre de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est une commodité embarquée dans vos téléphones. On parle de révolution. C'est un néologisme pour souligner le fait que de nombreux secteurs, dont celui sur lequel je travaille, donc le transport et la logistique, sont en train d'être bouleversés techniquement et économiquement par l'arrivée des robots. Oui, non, juste un tout peu. Je pense que c'est l'intelligence artificielle qui est la technologie la plus impactante pour l'économie en général, mais pour le secteur de la santé en particulier. La voiture sans chauffeur, c'est pas un robot, c'est de l'intelligence artificielle dans une voiture en réalité. Et c'est l'intelligence. Les robots ont fait beaucoup de progrès ces dernières années, mais aujourd'hui, la technologie vraiment qui fait des progrès exponentiels, c'est l'intelligence artificielle. Bon, mais ce qui change les choses, évidemment, c'est l'hybridation entre les deux. C'est le robot plus l'intelligence. Évidemment. Convergence entre les deux technologies. Très bien. Donc, commençons par les métiers qui tendent peut-être à disparaître ou qui ont déjà peut-être sont sur le point de disparaître. Je rappelle que tu as sorti un bouquin. Pour une fois, je reçois beaucoup de bouquins. Le tien, je l'ai lu 2 fois. D'habitude, je lis un petit peu en diagonale. Là, je l'ai lu 2 fois. Ça s'appelle « Le travail et l'avenir de l'homme ». Oui. Je pensais que c'était la femme, mais c'est le travail. Tu nous as bien plombé la journée. Oui. D'accord, donc le travail. Alors, donc, les métiers qui tendent à disparaître, alors ou qui ont déjà peut-être disparu. Non, mais alors, déjà, il y a 2 choses. Quand on a ce type d'évolution technologique, économique, il y a des métiers qui disparaissent, mais il y a surtout des métiers qui évoluent. Donc l'accent doit vraiment être mis sur les métiers qui évoluent. Il y a des métiers qui disparaissent et qui vont disparaître. Moi, je suis j'ai mon bureau dans le quartier du Sentier à Paris. Quand on regarde le nom des rues, c'est un cimetière de métiers qui ont disparu. La rue des Charrons, la rue des Déchargeurs, la rue du Prévost, etc. Donc la rue de la Ferronnerie. Bon. Donc il y a bien évidemment des métiers qui disparaissent. Mais les métiers qui vraiment vont disparaître, ce sont les métiers qui sont complètement automatisables. C'est ça la clé. Ouais. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que souvent on me dit, mais les métiers qui vont disparaître, ce sont des métiers qui sont des métiers à faible valeur ajoutée. Ça, c'est vraiment une erreur intellectuelle. C'est complètement faux, pour une raison qui est assez simple à comprendre, c'est que l'intelligence artificielle, elle a plus de facilité à imiter des processus cognitifs plutôt que des processus moteurs classiques. Je le dis autrement, c'est ce que les économistes appellent le paradoxe de Moravec. Une intelligence artificielle, elle peut faire de la comptabilité. Donc typiquement, on va dire un métier milieu de gamme. Elle peut faire de la comptabilité. En revanche, cuisiner, c'est très difficile. C'est très difficile parce que ça fait appel à plein de gestes moteurs qui sont liés, qui sont la résultante de millions, de centaines de milliers d'années, voire de millions d'années d'évolution humaine. Donc ce sont vraiment les métiers automatisables ou la part des métiers automatisables qui va disparaître. Alors, un exemple concret. Je dis ça pour t'embêter, mais de l'électrocardiogramme. Oui, ça honnêtement, je pense... Alors ça ne veut pas dire que le métier de cardiologue va disparaître, mais cette partie-là, oui, bien évidemment, elle peut être automatisée et donc elle va disparaître. En revanche, ce que font les infirmiers et les infirmières, ça ne disparaîtra pas.
Parce que ce sont essentiellement, justement, des gestes moteurs. Et pour reprendre l'exemple que tu prenais tout à l'heure... Et le contact humain, l'émotion... Oui, alors on pourra y revenir, mais ta description que tu faisais de la santé en 2035, je pense qu'elle est très juste, mais elle oublie en effet le facteur humain, dans la mesure où il y a quand même des choses que la machine aura beaucoup de mal à faire et qui seront complétées par l'humain. Et au fond, alors je ne dis pas du tout ça par bien-pensance, parce qu'on met de l'humain parce que le côté l'humain va rester au cœur de l'économie, toutes ces niaiseries, etc. Ça ne nous fait pas avancer, donc c'est pas, je ne dis vraiment pas ça par bien-pensance, mais ce que nous montrent les études, les travaux sérieux, c'est que ce qui est le plus efficace, c'est vraiment l'hybridation entre la technologie et l'humain. Donc ce sont des facteurs de production complémentaires. Donc il n'y a pas beaucoup de métiers qui vont disparaître, les métiers automatisés. Si jamais, je ne sais pas si ça existe, mais si bien évidemment il y a des gens dont le métier c'est de pousser des chariots dans un hôpital, oui bien évidemment, ça va disparaître et c'est formidable. C'est très bien que ces métiers disparaissent parce qu'ils sont inintéressants. Donc il faut que ça disparaisse pour que les gens puissent faire des métiers. Voilà, s'ils sont remplacés par des... Mais je pense que le gros des métiers, c'est ça le sujet, va évoluer. Mais c'est presque pire, hein, c'est très difficile de faire évoluer des métiers. Parce qu'il faut faire évoluer les gens. Évidemment. Ça, on va parler après de la formation, etc., de l'évolution. Jacqueline, donc, à l'hôpital, vous voyez déjà des métiers disparaître? Alors, à l'hôpital, ce qu'on commence à voir, c'est l'impact de la robotique. Pas encore vraiment de l'intelligence artificielle, qui est là plus le domaine des médecins et les évolutions à venir. Alors effectivement, c'est un peu les tâches ancillaires qui, dans un premier temps, sont sous-traitées, tout ce qui est transport, tout ce qui est ménage, etc. Pour autant, il y a quand même des métiers milieu de gamme qui, à mon avis, vont disparaître rapidement. Aujourd'hui, on commence à voir des robots qui vont reconstituer des boîtes de stérilisation de façon automatique, préparer des poches de chimiothérapie qui sont préparées aujourd'hui, qui par des préparateurs, qui par des infirmières, et un certain nombre les robots pharmaceutiques qui vont aussi remplacer les préparateurs. Donc là, il y a déjà un impact à venir. On n'y est pas encore tout est fait, mais ça, on voit ça poindre à un horizon quand même très court. Mehdi, donc ce sont plutôt des métiers ultra spécialisés qui tendent à disparaître ou pas? Non, pas du tout. En fait, si on prend un petit peu de recul par rapport à ces métiers-là, on les décompose en grandes étapes, chaque métier a, avec un mix variable, une part de management, une part d'expertise, une part de relations humaines, une part de traitement de données et une part d'exécution physique. Effectivement, la robotique et l'intelligence artificielle vont s'attaquer à ces éléments-là, mais de façon différente. L'intelligence artificielle va attaquer toute l'étape de collecte et de traitement de données. La robotique va attaquer une partie de l'action physique, mais pas toute l'action physique. Celle qui est dans un univers en fait fermé, ou du moins prévisible, ultra prévisible. Concrètement, je m'inquiéterais beaucoup moins pour les plombiers que pour les traders. Voilà. Bien sûr. Je voudrais donner un exemple pour bien me faire comprendre sur cette évolution des métiers. J'avais cette discussion avec prends un exemple concret. J'ai cette discussion avec une hôtesse de l'air. Au fond, une hôtesse de l'air, une grande partie des tâches de ce qu'elle fait peut être robotisée. Faire des démonstrations de sécurité, d'ailleurs ça l'est déjà souvent, mais faire sur des les démonstrations... Écrans, on les a sur les écrans maintenant. Servir des plats, placer les gens dans un avion, même procéder à une évacuation. Un robot sera bien plus performant pour procéder à une évacuation qu'une hôtesse de l'air. Mais en revanche, pour tout ce qui n'est pas prévisible, là, la machine est un peu démunie. Aider quelqu'un qui fait une allergie alimentaire au-dessus de la Sibérie, par exemple. Ça, la machine sera démunie. Elle me prenait cet exemple. Je le cite, c'est un exemple qui est terrible, qui est un peu traumatisant, mais malheureusement qui existe. Traiter le cas d'un adulte qui a un geste déplacé vis-à-vis d'un enfant non accompagné. Là, il faut vraiment avoir... Et au fond, le vrai sujet pour vous qui êtes dans ce secteur de la santé et qui devez faire un effort prospectif, qui devez réfléchir à l'évolution du capital humain dans votre secteur, c'est en quoi nous sommes complémentaires de l'intelligence artificielle. C'est ça le sujet. L'emploi de demain, c'est l'emploi. Le travail de demain, c'est le travail qui est complémentaire de l'intelligence artificielle. Et là où l'homme reste... Alors quand je parle de l'homme, c'est comme le titre de mon livre, j'embrasse la femme. Et là où l'homme reste le plus performant par rapport à la machine, c'est pour tout ce qui n'est pas prévisible. C'est pour la prise de décision en environnement totalement incertain. Pour une raison qui est vraiment une raison de fond, c'est le fait qu'aujourd'hui, on verra dans 20 ou 30 ans, mais aujourd'hui, la machine est quand même programmée pour faire quelque chose de précis. Elle ne passe pas le test de Turing. Une voiture sans chauffeur,
Elle conduit mieux que nous tous, ça ne fait absolument aucun doute, mais elle ne peut jamais rien faire d'autre que nous conduire d'un point A à un point B. Si au bas de l'immeuble, on lui propose de venir boire un dernier verre, elle ne va pas comprendre. Donc elle ne passe pas le test de Turing. Seule une personne peut comprendre ça. Donc c'est vraiment ça, hein. L'avenir du travail humain, c'est avoir cette capacité de réactivité, ce bon sens. Il y a des tests qui montrent que l'intelligence artificielle, par exemple, elle n'arrive pas à avoir du bon sens. Le bon sens, c'est un truc, là encore, c'est lié à l'évolution humaine, hein. Derrière, il y a des centaines de milliers d'années d'évolution humaine qui nous ont permis d'acquérir cette espèce d'intuition, cette espèce de bon sens. Donc l'avenir, il est là. On parle beaucoup de faisabilité technique, là. Mais il y a un deuxième filtre qui est la faisabilité économique. Oui. C'est pas parce que, si il faut mettre des chiffres là-dessus, c'est pas parce que 40% grossièrement des tâches, et on peut l'extrapoler au métier, sont potentiellement automatisables, qu'ils vont l'être. Oui. Parce qu'économiquement... Alors, du coût économique. Du coût horaire, par exemple, voilà. Coûte un robot par rapport à un ouvrier. Voilà. Par rapport... Alors, pas seulement du coût horaire, mais aussi, en fait, du risque induit par une mécanisation à outrance ou de la nécessité d'avoir des solutions adaptables à l'environnement. Donc, il y aura un filtre important, et c'est ce qu'on voit, par exemple, dans le domaine de la logistique. On pourrait automatiser 60, 70, 80% des entrepôts. On en automatise peut-être 10, 15%. Alors revenons au domaine de la santé, ouais. Et avec des exemples bien précis. Il y a pas mal de mauvaises langues qui disent que le métier de pharmacien va disparaître à court, moyen terme, du fait de la numérisation, par exemple, des ordonnances. Le médecin enverra directement une ordonnance numérisée et le patient recevra directement chez lui les médicaments, etc. Jacqueline, vous voyez une... Alors, il y aura sûrement une évolution. Hein, tout ce qui est ce qu'on disait, automatisation, etc. C'est quand même plutôt du travail de préparateur, mais à charge aussi de transformer, justement, c'est la transformation des métiers. Et là, on voit que l'accent est plus sur la pharmacie clinique, qui est d'aider les praticiens dans la bonne prescription. Donc, c'est ça l'avenir du pharmacien. Moi, je ne pense pas qu'ils vont disparaître, parce que le médicament, il y a suffisamment de représentants dans l'industrie pharmaceutique dans la salle. Je ne parle pas du médicament qui disparaît, je parle de la pharmacie qui disparaît. On est d'accord, mais il va falloir quand même des gens pour gérer le médicament. Et ça s'appelle un pharmacien. Et donc, la juste prescription, c'est quand même quelque chose de très important. Je pense que les pharmaciens participent beaucoup à cette juste prescription et à l'adaptation du traitement patient. Alors, tout dépend. Avis plus tranché quand même. Ouais. Si le rôle du pharmacien, ça reste d'acheter et de vendre des médicaments, de délivrer les médicaments. Terminé. Oui. Terminé, plus besoin. Non, terminé, ça c'est clair et net. Si en revanche, comme je le souhaite, les compétences du pharmacien sont très élargies pour médicaliser le rôle du pharmacien, pour faire en sorte, par exemple, que je puisse aller me faire vacciner chez un pharmacien et non pas chez un médecin, ce qui est incroyablement absurde du point de vue de la santé publique et du point de vue économique. Donc si le rôle du pharmacien devient de plus en plus serviciel, et il faudrait aller vers ça parce qu'on a beaucoup de chance. La chance qu'on a avec les pharmacies, c'est qu'il y en a partout. Il n'y a pas de phénomène encore de désert pharmaceutique. Ça baisse un petit peu, mais enfin, même globalement... Si sont dans le rouge, même si... Voilà, c'est plus compliqué, mais il y en a quand même beaucoup sur le territoire. Donc il faut utiliser ça. Donc si on a une médicalisation de la pharmacie, ouais, l'avenir des pharmaciens, à mon avis, est un avenir brillant. Si en revanche, c'est ce qu'il a été ces dernières années, terminé. Donc on peut proposer à nos enfants, les enfants de nos amis, de faire des études de pharmacie. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Très bien, donc revenons un petit peu aux robots là, qui vont un petit peu changer, faire disparaître certains. Je parlais tout à l'heure de robots avec, qui ont une forme humaine, avec des expressions. Vous dites que les gens n'aiment pas trop les robots qui ont une apparence humaine. Ça fait peur. Bien évidemment, puisqu'en fait, ça rend floue la frontière entre humains et machines. On en est loin quand même, dans les faits. C'est quand même assez inéluctable, non ? On y viendra, mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon choix. C'est-à-dire que faire en sorte de répliquer l'humain sur la machine n'est peut-être pas la meilleure façon de la faire accepter. D'ailleurs, vous verrez que certaines sociétés de robotisation ont choisi de ne pas donner un aspect humain, justement pour éviter cet accueil-là. Ce que ça soulève plus largement, en fait, c'est quel rôle on donne à la machine et quel rôle on donne à l'humain. Aujourd'hui, c'est des questions très pragmatiques qu'on se pose dans le transport, dans les entrepôts, par exemple, puisqu'on a déjà en fait, des machines qui donnent des ordres à des humains. Allez à tel endroit, prenez tel objet, etc. Donc la répartition des rôles et de la valeur ajoutée, c'est assez perturbant, est à penser. Et c'est la meilleure façon en fait, de préparer une bonne acceptation de la machine. Il ne s'agit pas de reproduire la révolution sociale qui a eu lieu au moment où les métiers à tisser se sont mécanisés. Je pense que ce serait rétrograde. Il faut en revanche préparer cette transition. Et plus on freinera cette transition par des
des contraintes législatives qui vont renchérir le coût du travail, en fait, plus on va l'accélérer. Parce que l'arbitrage économique en faveur de la machine sera beaucoup plus évident au niveau macroéconomique. Oui, alors, je rebondis sur les métiers à tisser. Il y aura ces prochaines années des révoltes de médecins, je pense que, mais des vraies révoltes. C'est-à-dire qu'il y a des médecins qui vont aller dans les grandes entreprises industrielles, les casser, commettre des attentats, etc. C'est ce qu'on a toujours vu dans l'histoire. Hein. Pas très loin, oui. Oui, bien sûr, pas très loin d'ici, c'est passé ça au 19e siècle. Ça s'appelle la révolte des canuts. Hein. C'est le fait que les canuts, qui étaient les sous-traitants des métiers de la soie, sont allés saboter, c'est-à-dire avec leurs sabots, ils sont allés casser Lyon. L'État a cru perdre la ville, la Croix-Rousse, qui était à l'époque une ville indépendante de Lyon. Les Britanniques ont connu ça 20 ans auparavant. Ça s'appelait la révolte des ludistes. Pour deux raisons, vous avez ce type de violence. Je ne vous incite pas à le faire, hein, bien évidemment, parce que c'est contre-productif. Non, mais ça ne fonctionne jamais parce que la technologie est plus forte. Mais simplement, je veux expliquer ce qui se passe. Il se passe deux choses. D'une part, vous avez ce phénomène de destruction créatrice schumpeterien qui fait qu'en effet, vous avez des métiers qui apparaissent, mais beaucoup de métiers ou d'emplois qui disparaissent, et les gens ont plutôt les yeux rivés vers ce qui disparaît et non pas vers ce qui apparaît. Donc ça crée une anxiété. Puis vous avez un autre phénomène, c'est ce que Freud appelle la blessure narcissique. C'est le fait que quand vous avez des grands mouvements technologiques, les gens qui sont concernés par ces grands mouvements technologiques ont du mal à identifier quelle est leur nouvelle place dans ce monde. Et c'est très exactement le problème des médecins ces prochaines années. Le cœur de l'activité d'un médecin aujourd'hui, c'est de faire du diagnostic. Est-ce que dans 10 ans, la machine fera un meilleur diagnostic que le médecin? La réponse est bien évidemment oui, mais ça ne fait absolument pas l'ombre d'un doute. Il restera peut-être une place pour faire la synthèse. Alors, j'arrive. J'ai besoin de 35 secondes encore. Alors, évidemment, on aura encore besoin des médecins et des êtres humains, mais pas pour faire la même chose. Pas pour faire la même chose. Pour annoncer le diagnostic, éventuellement pour faire la prescription, pour l'accompagnement. Donc il y aura vraiment ce rôle, je pense, qui va être très important, mais ce sera un rôle qui est un rôle différent. Et puis, pensez aussi au pilote de ligne dans un avion. Le rôle du médecin, ce sera d'intervenir quand la machine aura du mal, sera dans un environnement qu'elle ne maîtrise plus et qu'elle ne pourra plus prendre la bonne décision. Donc il y aura bien un rôle du médecin, mais ce ne sera pas le même. Ça va changer fondamentalement. Et je comprends bien que pour des médecins qui ont 50 ou 60 ans, ou même 40 ans, et qui ont été formés au fait de faire des diagnostics, je comprends bien que c'est une blessure narcissique qui est très importante, et ça va créer un mal-être. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut regarder le monde tel qu'il est. Donc c'est une période de transition où il y aura obligatoirement de la casse. Mais est-ce Oui, mais il y aura de la casse. Attends, il y aura de la casse pour les médecins, mais ça, c'est pas grave, parce que c'est votre problème. Mais c'est mieux pour les patients. Non, mais moi, je suis pas un médecin. Moi, je suis un économiste qui m'intéresse à l'ensemble de la société. Et cette vague technologique, du patient. Donc, voilà. Et cette vague technologique, elle va permettre, elle est faite pour ça. Elle va permettre un progrès pour les patients. C'est ça le sujet. Alors, je crois. Pardon. Allez. Jacqueline. Le médecin fait du diagnostic, mais il ne fait quand même pas que du diagnostic. Hein. J'espère bien. Donc, je pense que cette phase de prise en charge, d'accompagnement du patient, de guidage dans des parcours, en particulier sur les maladies chroniques, ce travail va toujours être quand même du travail de médecin. Aujourd'hui, les médecins perdent beaucoup de temps à faire des choses qui ne sont pas forcément de leur ressort, et ils vont pouvoir plus se centrer, ils pourront être plus efficaces. Est-ce qu'ils seront moins nombreux? J'en suis pas vraiment persuadée. Moi non plus. Alors, est-ce qu'on entre dans une période où il y a plus de disparition de métiers que de... Non, je vais insister sur un point, parce que toutes vos questions, en fait, elles cachent une certaine appréhension. Et en fait, moi, j'aimerais qu'on ait plus une attitude confiante face à cette technologie. Pourquoi? Alors, je ne suis pas de ceux qui tout simplement prônent la théorie de la compensation. Il y a des emplois qui se détruisent, mais il y en a autant qui se créent. Non, tout simplement parce que... ces technologies vont forcer l'humain à se concentrer sur ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire en fait l'interaction avec les autres, ce que les machines ne savent pas faire et probablement ne sauront jamais faire totalement, ou du moins aussi bien. La partie émotionnelle aussi. La partie émotionnelle, déchargée de la partie pénible, mécaniste. Finalement, en fait, on se force, en acceptant la technologie, à faire évoluer nos métiers vers quelque chose de plus agréable, éventuellement quelque chose de plus valorisant pour l'homme. C'est très intéressant parce que je viens de dire... Les métiers vont évoluer et en fait, vous avez entendu, il y aura moins de médecins.
C'est pas du tout ce que j'ai dit. Mais c'est très intéressant que quand je délivre ce message, Mais tu dis qu'il n'y aura plus de pharmaciens. Comment? Peut-être. Non, mais j'ai dit il n'y aura plus de pharmaciens. Mais non, je dis au contraire, si leur métier évolue bien. Non, moi je pense que le secteur de la santé est l'un des secteurs qui va le plus progresser ces prochaines années. Vous avez 2 secteurs qui vont énormément progresser ces prochaines années. C'est le secteur des transports et le secteur de la santé. Pour des raisons qui sont vraiment des raisons de fond. J'explique en 20-25 secondes. Les 2 seuls problèmes, les 2 grands problèmes de la vie humaine, c'est qu'on meurt et qu'on ne peut pas se téléporter. C'est tout le reste, il y a des solutions. Mais ça... Pour l'instant. Oui, non, mais ça, c'est très compliqué. C'est la raison de fond pour laquelle... C'est la raison de fond pour laquelle, dans les grandes vagues d'innovation, l'innovation, elle se dirige en priorité dans le domaine de la santé et dans le domaine des transports. Parce qu'on essaie d'allonger la durée de la vie et on essaie de se déplacer de la façon la plus fluide possible et on essaie d'aller le plus loin possible. Alors là, je peux vous refaire tout l'historique, hein, mais l'Antiquité, le siècle de Périclès, c'est le siècle d'Hippocrate et de la mondialisation. La Renaissance, c'est Ambroise Paré et les grandes découvertes. Le 19e siècle, c'est Pasteur et les grands moyens de transport, le bateau et le train. Donc vous retrouvez toujours ces 2 aspects, le temps et l'espace. C'est très exactement ce que l'on voit aujourd'hui, avec le transhumanisme d'un côté, qui est quelque chose d'ailleurs que je trouve extrêmement positif. Hein, là aussi, on parle de transhumanisme en France, les gens, alors que c'est vraiment formidable, l'homme réparé, augmenté, moi j'achète tout. Je trouve ça excellent domaine. Et puis, bien évidemment, tout ce qui se passe dans le domaine des transports qui va de Uber, c'est-à-dire essayer de se déplacer un peu mieux dans les villes, à SpaceX, c'est-à-dire le fait d'aller plus loin, SpaceX ou Blue Origin, peu importe, le fait de repousser les frontières de l'espace. Donc, ces 2 secteurs vont connaître une expansion très forte ces prochaines années. Ça a déjà commencé. Mais une expansion et une mutation en même temps. Alors, si la question est-ce qu'il va y avoir ces prochaines années plus de travail ou moins de travail dans le secteur de la santé, moi je pense qu'il y aura beaucoup plus de travail et beaucoup plus d'emplois dans le secteur de la santé. Parce que certes, vous allez avoir cette transformation et cette destruction créatrice, mais comme le secteur va beaucoup s'élargir, il va prendre une place de plus en plus importante dans l'économie, il y aura énormément de perspectives pour le travail et l'emploi. Pardonnez-moi de faire de l'autopromo, mais c'est vraiment très exactement la thèse que je défends dans mon livre. Il n'y aura pas... Aux éditions d'Observatoire. Voilà. Le vrai sujet, certains pensent, y compris dans les pays anglo-saxons, plus dans les pays anglo-saxons que chez nous, certains pensent que le problème qui se profile, c'est la fin du travail. C'est très exactement le contraire. Le problème qui se profile, c'est la pénurie des compétences. C'est ça le vrai problème. Et si on veut avoir un super pays avec un bon secteur de la santé, il faut se battre pour 2 choses. Et là, je fais un petit lien avec l'actualité de la politique économique. Il nous faut 2 choses. Il faut attirer le capital humain et attirer le capital financier. Il faut plus de personnes et plus d'argent. Et peut-être former. Non, mais bien évidemment, on va y venir. Alors, justement, on va y venir. Il faut des personnes qui soient capables très bon de nouveaux métiers. Très bon enchaînement pour parler donc, des nouveaux métiers qui vont apparaître, qui sont complémentaires des professionnels de santé. Donc, vous les voyez déjà apparaître à l'hôpital ? Alors, nous les secteurs dans lesquels on voit qu'on a des gisements, mais on est au balbutiement, sauf peut-être dans certains établissements, c'est tout ce qui tourne autour de la génomique et autour des big data. Effectivement, ce sont des nouveaux métiers. Toutes ces milliers de données qu'on va traiter, qu'on va devoir héberger, traiter, forer, etc., ça nécessite, et sécuriser, parce qu'il y a aussi la notion de sécurisation des données de santé. Ça, ce sont des nouveaux métiers. Donc on commence effectivement à les voir poindre. Et ces métiers sont plus axés aussi sur la prévention qu'on ne traite pas jusqu'à présent ou pas ? Ils permettront une prévention, prédictif. Les big data, ça va servir à quoi ? Ça va servir à faire de la recherche. Je pense que beaucoup des recherches vont être basées sur les big data. Ça va servir à adapter les traitements, le bon traitement au bon patient. Oui, beaucoup de choses vont se faire autour des big data. Mehdi ? Je vais refaire une analogie, en fait. Je disais tout à l'heure, les tâches mécanisables, le traitement de données, vont être les métiers les plus attaqués. L'expertise et l'accompagnement humain vont être ceux qui vont être plus développés. Je vais regarder dans ce sens-là. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique ? Ça veut dire que tous les vendeurs de pioches, donc ceux qui vont permettre de mécaniser, d'automatiser, eux vont se développer, donc c'est un bel avenir pour tous les ingénieurs, roboticiens et autres. Il faut les fabriquer, voilà, ces robots. Il faut fabriquer, il faut traiter ces données. Et puis après, il ne faut pas le négliger. Au-delà des vendeurs de pioches, il y aura aussi en fait, les vendeurs de rêves ou de bien-être. Et concrètement, en fait, dans bien-être, je mets également santé, c'est ce qui va pousser en fait, l'évolution de la société, d'une société industrielle vers une société de services, vers une société finalement de loisirs ou de bien-être. Et là, la frontière avec le travail, elle commence à être
ténue. Et c'est pour ça qu'on parle finalement de disparition de travail ou d'une redéfinition du travail, parce qu'en fait, c'est un travail qui est peut-être moins pénible. Et que le lien travail-pénibilité, et pendant très longtemps, a été en fait complètement bijectif. Et puis, rassurez-vous, avec les progrès de la médecine et l'allongement de l'espérance de vie, il va y avoir de nouvelles maladies. Parce que tout progrès génère de nouvelles difficultés. Je renvoie à Pascal Pic, la théorie de l'évolution. On parle de numéropathes qui soignent les dommages de l'abus numérique. Non, mais alors, par exemple, très bon exemple, mais un prix Nobel d'économie qui s'appelle Angus Deaton distingue 3 grands âges de l'humanité du point de vue de la santé humaine. D'abord, on a eu l'âge des famines, c'est terminé, quasiment terminé. Ensuite, on a eu l'âge des épidémies, c'est quasiment terminé. Et aujourd'hui, on est à l'âge des maladies chroniques. Mais même quand il n'y aura plus de maladies chroniques, de toute façon, il y aura d'autres types de maladies. De la même façon que le cancer, s'il y a beaucoup de cancers aujourd'hui, c'est essentiellement pour une raison toute simple, c'est le fait que l'âge médian de survenue d'un cancer, c'est 65 ans, et donc quand l'espérance de vie n'était pas 65 ans, il y avait moins de cancers. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et il y a moins de cancers dans les pays émergents. Évidemment. Et donc, de la même façon, quand on aura réussi à chroniciser les cancers, eh bien, mauvaise nouvelle, évidemment, on mourra d'autres choses. Donc, vous voyez, le sujet, c'est vraiment pas celui de la fin de la santé, c'est vraiment pas celui de la diminution de la taille du secteur. Il ne faut pas se traumatiser avec des débats qui sont de faux débats. Alors, évidemment, qui sont très populaires, parce que quand vous êtes dans une période de changement comme aujourd'hui, ce qui fait vendre, c'est de vendre de la peur, c'est de vendre la fin d'eux, c'est de vendre la disparition d'eux. Et puis après, il y a les gens comme nous qui font quelque chose qui est beaucoup plus difficile, qui n'est pas de s'exprimer, de ne pas faire appel à la peur des gens, mais de faire appel à leur rationalité et à leur intelligence. Donc évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, parce qu'on n'est plus dans le domaine du réflexe. Mais c'est ça le sujet, c'est ça ce à quoi il faut réfléchir. Et votre métier, on va parler de la formation, c'est de réfléchir, justement, c'est de faire de la prospective. Pour justement qu'on n'ait pas cette pénurie de compétences demain. De qui on va avoir besoin. Et ne soyez pas trop corporatiste. Parce que vous l'avez très bien dit. J'ai cru comprendre. Hein. Non, mais pas toi. Ouais. Mais vous pensez que la réglementation vous protège. C'est très exactement l'inverse. Dans cette nouvelle économie du XXIe siècle, la réglementation, elle accélère les mutations. Je vous donne un tout petit exemple pour faire une analogie, pour bien me faire comprendre. Quand Netflix a décidé, Netflix, c'était un distributeur de DVD au départ. Quand il a décidé de faire du streaming, Hollywood et le cinéma, l'industrie du cinéma, ont dit « Ah mais nous, on ne veut pas entendre parler de ça, donc de toute façon, on ne donnera pas notre catalogue et on ne vendra pas notre catalogue. » Et Netflix a dit « Aucun problème, je vais produire moi-même. Je vais faire moi-même des films et des séries. » Et du coup, ils ont fait House of Cards, Narcos, etc., Black Mirror, donc des séries qui quand même ont eu leur succès, si vous voulez. Donc la réglementation, elle pousse les startups à intégrer verticalement le métier et à croître très très rapidement. Donc elle ne vous protégera pas. La seule chose qui vous protégera, c'est de faire un exercice de prospective et d'adaptation intelligent. Oui. Alors, Jacqueline. Nicolas, vous dites, vous vous projetez, etc. Alors nous, on fait beaucoup plus, on est plus. Moi, je suis plus dans la glaise, en train effectivement de lutter contre ces peurs que vous décrivez. Parce qu'effectivement, les peurs, on les a dès lors qu'on commence à sous-traiter. On se dit, est-ce qu'un hôpital doit faire de la cuisine, doit laver du linge ? On peut vraiment s'interroger. Ben oui, si ce n'est que je ne peux pas le dire de façon aussi tranchée au sein de mon établissement. Donc, vous voyez, il faut aussi, sur le terrain, gérer ces transitions. Effectivement, lutter contre la peur que vous décrivez et qui est évidente. Et il faut toujours porter un discours, il faut être en perpétuelle adaptation. Et je crois que c'est ce qu'on ne sait pas toujours faire à l'hôpital. Et à l'hôpital, vous avez peut-être aussi parfois un frein économique, un frein financier pour s'adapter à toutes ces évolutions ? Alors effectivement, je pourrais terminer la table ronde sur l'économie. Je pense que j'ai appuyé sur le bon bouton, là, oui. Non, je vais pas le tenir à pu enfoncer. Oui, effectivement, c'est par exemple même quand on parle robotique, intelligence artificielle, il faut investir. Et pour investir, il faut minimum de CAF. Donc oui, ça c'est le problème des hôpitaux. Enfin, vous qui avez été un petit peu à l'origine des GHT, etc., peut-être que l'association, peut-être que la solidarité, l'union fait la force, va permettre d'avoir un financement plus important Alors pour améliorer effectivement, il faut espérer que la territorialisation, en tout cas de l'offre publique à laquelle va pouvoir s'adjoindre le privé, aucun sectarisme, pour mailler un territoire, pour favoriser l'égalité d'accès aux soins, oui, on imagine qu'effectivement, on doit faire des gains. Et pour ça, il faut aussi un peu de courage et quelques décisions fortes. Donc, de nouveaux métiers qui apparaissent et qui vont apparaître.
J'ai regardé en lisant un petit peu. J'ai lu aussi Homo Artificialis, hein, le dernier bouquin Excellent. de Guy. Excellent. J'ai oublié l'éditeur, mais c'est pas grave. Tout le monde l'a acheté de toute façon. On parle de nouveaux métiers. On parle d'algomédisseurs, qui sont des concepteurs d'algorithmes pour aider à la décision. On parle de numératins, les laborantins du numérique, préparateurs en objets santé connectés. On parle de numéropathes, j'en ai parlé tout à l'heure, de corcepteurs qui conçoivent des organes de remplacement, d'andronanciers, des pilotes de drones, ambulanciers. Donc tous des immortaliseurs qui vont étudier, donc augmenter l'espérance de vie. Qu'est-ce que ça vous dit, tous ces métiers? Tous ces métiers, en fait, déjà inspirent une certaine forme de confiance. Je disais tout à l'heure, si on regarde cette évolution avec peur et avec résistance, on va créer un choc, une falaise, en fait, dans la transformation économique et sociale. Si on le regarde avec un peu de confiance, on va gérer la transition pour transformer les métiers et les masses laborieuses progressivement. Confiance, ça ne veut pas dire irresponsable. Ça veut dire que dès aujourd'hui, il faut se poser la question du rôle de l'humain face à la machine, de la collaboration entre les deux, de la responsabilité en cas d'accident. Qui est responsable? La machine, le concepteur de la machine, l'opérateur de la machine, et puis du risque systémique, parce que ça c'est quelque chose d'assez important qui existe. Le public n'a pas la même notion du risque zéro quand c'est pour le robot et quand c'est pour l'humain. Voilà, la tolérance au risque humain, elle existe, parce qu'en fait le risque zéro est impossible. En revanche, dès qu'on passe dans le domaine des machines, on s'attend à un risque zéro, ce qui techniquement en fait a un coût énorme. Et c'est ce qui rend d'ailleurs, en fait, peut-être tant mieux, ce qui rend la bascule vers des solutions robotisées un peu plus lente et économiquement moins intéressante. Non, mais je vais insister sur un dernier élément concernant en fait, ce développement, c'est ce que j'appelle les risques systémiques. Concrètement, ces machines, ces systèmes vont être connectés entre eux. Aujourd'hui, la plupart des systèmes sont déconnectés. Il y a un risque local si une machine tombe, si une machine fait une erreur. Demain, en fait, s'il y a un réseau de machines, si un système de données de santé en fait, est piraté ou est manipulé, en fait, le risque il n'est pas individuel, il est à l'échelle d'une nation, voire plus large. Voilà, c'est dans ces domaines de responsabilité. D'où de nouveaux métiers pour contrôler. Pour penser ça déjà, penser le rôle de l'homme et de la machine, penser la collaboration, penser la responsabilité, penser la gestion du risque. Voilà, tout ça c'est autant de métiers à créer. C'est super. Non mais c'est ça le sujet. C'est quand même super. C'est très enthousiasmant. Ça veut dire qu'il se passe. C'est vraiment ce que le message que je voulais faire ça passer fait peur tout à aussi en l'heure. même temps. Mais la peur est un réflexe qui est Cette naturel. dépendance de données, cette dépendance aux données. La peur est un réflexe qui est naturel. On a le droit d'avoir peur. On n'a pas le droit de ne pas combattre sa peur. C'est ça ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'avoir peur, c'est quelque chose qui est naturel. Il nous arrive tous d'avoir peur. Par exemple, quand on va chez le cardiologue, enfin en tout cas à mon cas, mais parce que je suis un peu. Mais quand on se lance pour modérer cette. Voilà, non, mais on a le droit d'avoir peur. Par contre, il faut reculpabiliser la peur. C'est-à-dire que cette idée selon laquelle la peur c'est bien et c'est quelque chose qui nous protège, non, ça il faut combattre ça. Il faut vraiment qu'on se dise que. Évidemment, comme dans toute période de changement, il y a beaucoup de risques. Mais regardez, c'est formidable tous ces métiers parce qu'ils ont l'air passionnants. Alors par contre, il faut leur donner des noms que les gens comprennent. Parce que sinon, comme la grande problématique, enfin l'une des grandes problématiques de l'innovation aujourd'hui, c'est que elle n'a pas vraiment de sens et on voit pas trop. Enfin, l'opinion publique ne voit pas trop à quoi cela sert. Je pense qu'il faut vraiment sur l'intitulé des métiers qu'on soit extrêmement précautionneux. Mais c'est bien aussi pour les personnels de santé et pour les personnels hospitaliers, parce que la vérité, c'est que les personnels hospitaliers, ils sont maltraités aujourd'hui. Il n'y a pas une entreprise qui traite le personnel dans l'hôpital, qui traite ses personnels, comme l'État traite les personnels hospitaliers. C'est-à-dire qu'il les fasse travailler sur des cadences infernales, avec des petits salaires, qui n'est pas payé les 35 heures depuis 15 ans. Ça n'existe pas dans le monde normal, ça. Bon. Et donc... Eh ben oui. No comment, oui. No comment, ouais, mais sauf que tout le monde sait que j'ai raison, donc c'est pour ça que tout le monde se tait. Bon. Et donc, l'innovation, l'apparition de nouveaux métiers, qui va obliger à une transformation de l'hôpital, parce que la transformation de l'hôpital, il y aura des résistances, mais elle viendra forcément aussi de la transformation technologique. Et peut-être ce que l'on appelle de plus en plus la déshospitalisation, c'est-à-dire le fait qu'il y aura de moins en moins d'hôpitaux, mais le fait qu'il y ait de moins en moins d'hôpitaux, ça ne veut pas dire qu'il y a de moins en moins de personnel hospitalier. Ça veut dire qu'ils seront de moins en moins dans l'hôpital. Absolument. Formidable, super pour eux. Jacqueline. Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Effectivement, aujourd'hui, il faut fermer des lits. Les lits, ça coûte cher. Il faut drastiquement réduire nos capacités hospitalières, mais pour autant, il ne faut pas réduire le nombre de personnels. Mais il faut le répartir sur le territoire. Écoutez, je reviens d'un voyage d'études en Suède. En Suède, ils sont passés en 5 ans
sur un territoire de 1700 lits à 500, pour autant le personnel est sur le territoire. Je pense que c'est ça notre modèle. C'est vers ça qu'il faut aller. C'est délégation des tâches, mais ce serait un autre... C'est aussi la délégation des tâches, mais c'est aussi le maillage territorial au plus près du patient, en proximité. Je vais faire un parallèle entre l'industrie et la santé, je vais me permettre. La mécanisation, je ne parle pas de la robotisation, celle qui a nécessité d'investir dans des machines importantes, dans des équipements importants pour aller chercher l'effet d'échelle, que vous allez chercher aussi dans un hôpital. Elle a centralisé les métiers. La bonne nouvelle, c'est que la robotisation et l'intelligence artificielle fait l'inverse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un robot, ce n'est pas une grande unité et le coût des robots diminue. Ça coûtait 400 000 € il y a quelques années. Pour certains, ça coûte 25 000 aujourd'hui. Donc, ils deviennent accessibles. De la même manière, l'intelligence artificielle, certes, la recherche est concentrée aujourd'hui, mais demain, l'usage pourra être déconcentré. Donc, en pratique, on va assister à une défragmentation, décentralisation d'un certain nombre de métiers parce que l'effet d'échelle dont on avait besoin dans le passé sera moins nécessaire. Voilà, c'est applicable à la santé. Si, au lieu d'avoir des lits dans un hôpital, en fait, on a un personnel médical qui en fait entoure un territoire. C'est ce qu'on appelle le parcours de soins. La façon de pratiquer les métiers, elle évolue aussi. Et ces métiers, en fait, confèrent et exigent en réalité une plus grande autonomie de la part des collaborateurs. Alors c'est formidable, c'est un peu compliqué dans le système de santé, en particulier dans l'hôpital, parce que justement, c'est un système qui est assez vertical et c'est un système de process. Mais ces nouveaux métiers ne s'accommodent pas des process. Ce qui tue l'innovation, c'est les process et les réunions, quoi, grosso modo, et le management. Voilà, ça c'est les trois grands trucs qui tuent l'innovation. Alors, c'est pas vrai seulement dans l'hôpital, c'est vrai dans les entreprises aussi. Hein. Je veux dire, lundi, vous supprimez toutes les réunions que vous avez prévues lundi, que ce soit à l'hôpital ou dans vos entreprises, vous verrez que tout le monde s'en portera mieux. Tout le monde s'en portera mieux. Vous dites au manager de s'arrêter de travailler le mercredi, tout le monde s'en portera mieux. D'accord ? Bon, et les process, évidemment, vous les simplifiez drastiquement. Parce que le travail du XXIe siècle, il est autonome. Complètement. Alors, on a, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, on a parfois un petit peu l'impression que ce progrès, il est fait plutôt d'individualités géniales, qui travaillent chacune pour leur compte, de façon un petit peu dispersée dans le temps et dans l'espace. D'où le problème donc, de la formation. On n'a pas, par exemple, de dictionnaire du numérique. Ça n'existe pas. Non, mais c'est le sujet numéro 1. Alors ça tombe bien, d'ailleurs, c'est le sujet qui est inscrit à l'agenda politique. Là, c'est la grande réforme de la fin de l'année. Comment former les gens, justement, à ces nouveaux métiers ? Alors, deux choses. En fait, ce que nous montrent, on commence à disposer d'études vraiment solides là-dessus. Le combo gagnant, notamment dans le domaine de la santé, c'est des compétences de base extrêmement solides, pas simplement dans le domaine de la santé, mais pour rentrer dans cette économie du XXIe siècle, dans ces nouveaux métiers du XXIe siècle, il faut avant tout savoir lire, écrire, l'esprit de synthèse, du calcul, une langue étrangère, l'histoire géo, c'est-à-dire se situer dans le temps et dans l'espace. Donc tous ces savoirs de base sont incroyablement importants. Bon, c'est plutôt le rôle de la formation initiale, mais c'est quand même une partie de la réponse. Donc il faut ça, c'est très important. Et il faut aussi, bien évidemment, des compétences techniques, mais des compétences techniques qui évoluent en permanence. Parce qu'on a cité un certain nombre de nouveaux métiers, mais la réalité, c'est qu'on en c'est rien. Et c'est ça qui est génial. Au début du XXe siècle, en France, 40% des gens étaient agriculteurs. Aujourd'hui, 2% des gens sont agriculteurs. Il était impossible d'imaginer que les professions qui allaient se développer, c'était les professions dans le domaine de la santé, dans le domaine du juridique, dans le domaine de l'éducation. C'était pas possible. Donc on va être surpris. Donc c'est génial. Donc il faut les deux. Il faut vraiment un savoir de base extrêmement solide et une formation continue qui anticipe, mais tout en sachant que l'anticipation, c'est quand même un jeu qui est très dangereux, et donc qui réussissent à s'adapter en permanence. Ça veut dire deux choses du point de vue extrêmement pratique. Ça veut dire qu'il faut plus d'argent. Il y a déjà beaucoup d'argent dans la formation continue, pas forcément bien utilisé. Il faut l'utiliser mieux, et il en faut plus. Donc de ce point de vue-là, je soutiens... Alors avant de parler de formation médicale continue, il faut parler de formation avant la fin des études. Est-ce que les étudiants en médecine, par exemple, auront des enseignants qui ne seront pas médecins pour leur expliquer un petit peu les maths, les algorithmes, la façon de traiter les robots? Est-ce que ça a déjà démarré à l'hôpital, à l'université, à la fac? Pas encore. Je dirige un CHU, vous imaginez bien que je ne vais pas me mettre d'emblée tous mes professeurs à dos, donc non, aujourd'hui c'est Est-ce que vous organisez justement des staffs autour de ces... Est-ce que vous organisez des staffs dans les différents services autour de ces de nouveaux métiers, de la formation des étudiants
aux Alors, objets la connectés, à formation l'intelligence des étudiants artificielle. hospitaliers, vous savez très bien, c'est l'université. Donc non, le CHU, l'hôpital est associé. Mais on n'est pas vraiment en responsabilité de la formation. Pour autant, effectivement, il faut... Que disent les étudiants, que disent les médecins? Ils sont suffisamment formés, ils ont... Non, je pense qu'il y a encore des progrès à faire. Il y a encore des progrès à faire pour être totalement adaptés. De même pour les professions paramédicales, là, sur lesquelles on a un peu plus la main, effectivement, il faut aussi que les gens soient préparés à ces évolutions, à ces adaptations. Moi, le souci aussi, donc je suis tout à fait d'accord avec vous sur les savoirs de base, c'est tous les personnels non qualifiés, peu qualifiés qu'on emploie quand même encore assez massivement à l'hôpital et dont on sait qu'on ne va plus avoir besoin. Donc il va falloir organiser cette transition. C'est ça pour nous peut-être le challenge. Ouais. Je ne vais pas vous parler d'ingénieurs, même si je vais inciter peut-être quelques secondes sur un point. On parle beaucoup de recherche, on parle peu d'intégration. Intégration, qu'est-ce que c'est? C'est transposer en pratique, dans la vie réelle, ces travaux. Aujourd'hui, c'est un segment qui est mal exploité, mal préparé. Non, je vais surtout vous parler de ce que la machine ne saura pas faire. La machine, la limite entre l'intelligence artificielle, peut-être dans 20 ans, et l'humain, ce sera la capacité à tricher, la capacité à être créatif, à chercher en fait une solution en dehors des règles. Comment est-ce qu'on enseigne la créativité? Comment est-ce qu'on enseigne en fait l'inventivité? C'est l'enseignement lui-même en fait qu'il faut questionner. Comment préparer ces métiers-là? Nicolas? Oui, je suis entièrement d'accord. Et de ce que j'en vois, non, la formation n'est pas du tout... Enfin, on peut tourner autour du pot, mais la formation notamment initiale, je ne suis pas médecin, mais je n'ai pas fait d'études de médecine, mais la formation pas seulement initiale... médecin, le pharmacien, l'infirmier, bien sûr, absolument. Des professions médicales ne me semblent pas du tout adaptées. Pas du tout adapté. Vous avez une bifurcation des technologies dans la médecine qui est la plus importante depuis le 19e siècle. J'ai pas l'impression, je me trompe peut-être, mais j'ai pas l'impression que la formation et que l'université aient pris conscience de cette bifurcation. Ça, c'est du suicide, hein. Jacqueline, est-ce que vous avez donc on a lu le PLFSS hier qui parlait d'une meilleure autonomie? Non, je termine juste parce que d'un mot, non, parce que non, mais non, parce que je vais être encore un peu plus méchant. Parce que moi, je parle à certains médecins, ils savent pas, les algorithmes, ils ne savent pas ce que c'est. Voilà, c'est tout. D'accord. Tes poules vont bien, non? Non, mais ça va pas du tout. C'est vrai. Alors qu'on a commencé nos études, on a été sélectionnés par la physique et par les mathématiques, qui à l'époque ne servaient à rien. Ce qui est toujours le cas, et ce qu'on déplore parfois dans une médecine qui se veut plus humaniste et un petit peu de manque de sciences sociales. Donc non, moi, tous les médecins que je rencontre savent ce que c'est qu'un algorithme. Donc, parce que je tombe toujours mal, j'ai pas de chance. Ouais, c'est ça, on ne rencontre pas les mêmes. Donc on parlait donc si vous avez entendu un petit peu le PLFSS hier, on parle de meilleure autonomie financière et d'enseignement des hôpitaux. Là, je ne peux pas encore vous en parler savamment. Hein. J'ai lu effectivement quelques bribes, mais là, concrètement, ce que ça va donner, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais oui, qu'on ait un peu plus d'autonomie, oui, ce serait une très bonne chose. Est-ce que vous, qui n'êtes pas du tout dans la santé, est-ce qu'on pourrait évidemment vous appeler les universités pour étudier, pour former des étudiants en médecine? Peut-être pas aujourd'hui. Professionnels de santé. Dans 20 ans peut-être, mais aujourd'hui non, je pense, puisque les disciplines sont assez disjointes. En revanche, j'insisterai peut-être sur ce que j'appelais tout à l'heure l'intégration, la mise en pratique du savoir, qui fait qu'il faut peut-être 10 ans, 15 ans parfois pour qu'une technologie trouve son champ d'application ou trouve un rationnel économique. Et ça, peut-être que là-dessus, on peut aider, absolument, en allant plus vite. Donc on peut imaginer que pendant les études, les médecins seront assis à côté d'informaticiens, à côté de techniciens, de mathématiciens, Oui, honnêtement. Et d'économistes. Ouais. Et d'économistes, bien sûr. Oui, mais moi, je ne suis pas favorable à ce que l'économie aille partout. Il y a déjà beaucoup à faire avec cette transformation. Donc, mais que les médecins travaillent avec des ingénieurs, oui, ça me paraît absolument indispensable. Et c'est ça ce qui va leur permettre de développer les qualités humaines. Parce qu'ils vont comprendre qu'au fond, et là encore, je ne le dis pas par bien-pensance, mais l'avenir de... De toute façon, l'avantage concurrentiel de l'humain, c'est l'humanité. C'est ce que la technologie ne sait pas faire. Et ça, la formation, elle doit vraiment sensibiliser à ça. Enfin, moi, là, je veux quand même vous rassurer, ça existe, hein, des ingénieurs et des médecins qui travaillent ensemble. L'adaptation des dispositifs médicaux, par exemple, des robots chirurgicaux, tout ça se fait ingénieur, médecin. Donc, c'est quand même quelque chose qui est en place. Bien sûr. Un dernier mot? J'insisterai sur la confiance.
On a confiance pour Donc une note d'espoir, alors. Voilà, une note d'espoir pour préparer la transition plutôt que d'aller vers la falaise en tant que telle. Préparer, je ne crois pas à la compensation immédiate. Les emplois qui seront perdus ne seront pas... Les personnes qui perdent leur emploi ne trouveront pas un autre emploi différent. Il faut en revanche prendre le temps... Les personnes qui perdent un emploi ne trouveront pas... Un emploi... En fait, on ne requalifiera pas les gens. En fait. En revanche, il faudra préparer dans le temps en fait, la transition. Je veux dire au sens individuel. Donc il faut penser la transition sur 5 ans, 10 ans, se poser les questions éthiques, sociétales, pas seulement techniques et économiques qu'on a soulevées aujourd'hui, et préparer en fait, adapter la législation progressivement pour faire cet accompagnement. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Hein. Alors, bon, malheureusement, il m'arrive dans de rares cas d'avoir tort, mais très rare. Ouais. Mais moi, je crois que les potentiels d'emploi dans le secteur de la santé, ils sont absolument colossaux. Je pense que le problème de la santé avec ces technologies, c'est que, pardonnez-moi pour l'anglicisme, mais le mot n'existe pas en français, il y a une sorte de mismatch entre l'offre et la demande. Et d'ailleurs, quand je vais dans un hôpital, que me disent les gens ? On est débordé, donc c'est soit l'un, soit l'autre, quoi. Soit il y a trop de gens, soit il n'y a pas assez de gens, mais ça ne peut pas être les deux en même temps. Ou si c'est les deux en même temps, c'est justement qu'il y a ce problème de mismatch. Et donc, moi, ce qu'on est en train de dire, c'est quand même super. On a une évolution technologique qui est incroyable pour le patient, qui va permettre vraiment de faire des gains d'espérance de vie importants, des gains d'espérance de vie en bonne santé importants. Donc c'est vraiment super pour le patient. Comme il va y avoir une industrialisation, sans doute on va commencer à assister, pas tout de suite, mais dans quelques années, à une baisse des coûts. Donc c'est génial. Et pour la médecine, si les médecins acceptent, si les offreurs de soins, si les personnels acceptent intellectuellement cette mutation, c'est vraiment l'occasion pour eux mais de faire un saut qualitatif absolument incroyable dans leur vie professionnelle. Donc je pense que si on s'y prend bien, surtout en France avec notre système de santé qui est quand même bien, qui est un système de santé universel, c'est l'un de ceux dans le monde dans lequel on arrive le mieux à concilier l'innovation et l'équité. Regardez le domaine de la cancérologie, l'oncologie, on a les centres de lutte contre le cancer, vous avez les meilleures technologies, les meilleurs traitements, et tout le monde peut y aller. Un peu, et tout le monde peut... Bien sûr, oui, mais justement, si on arrive à lutter contre ça, le secteur de la santé en France, mais ça va devenir un truc absolument génial. Jacqueline, je vous vois écrire. Non, moi je pense que déjà les métiers de la santé, c'est tout à fait génial. Je pense que toutes ces évolutions, il faut les voir avec confiance, ce que vous disiez. Je pense que ce qu'il faut sortir de cette table ronde. Mais par contre, il faut être ambitieux, il faut aller vite. Il ne faut pas avoir peur du changement, il faut se restructurer au niveau territorial. Il faut faire des gains de productivité pour pouvoir investir plus. Et aussi avoir ce retour justement sur des métiers plus intéressants, peut-être moins contraignants. Et puis, il va falloir gérer avec douceur quand même l'adaptation, ce que vous dites. Il y a des gens qui ne seront pas adaptables. Donc, il va falloir leur trouver une place. Il va falloir gérer ça quand même avec un peu de doigté. Nicolas, donc la fin du travail, c'est pas pour demain ? Non, il n'y aura jamais de fin du travail tant qu'il y aura une différence. Pas de revenu universel. Revenu universel, franchement, non mais. Franchement, je savais que j'allais. Non mais heureusement, c'est non mais pourquoi est-ce je voulais le dire à la fin. Non mais je fais le lien avec notre table ronde. Pourquoi est-ce que je suis violemment opposé au revenu universel ? Parce que le revenu universel envoie un signal à la société qui est de dire on démissionne. Par rapport à la société du plein travail, on démissionne. Et la normalité, c'est de séparer, c'est de rompre le lien systématique entre le travail et le revenu. Je suis opposé de toutes mes forces à ça. Je pense que tant qu'il y aura une différence entre l'homme et la machine, et tant qu'il y aura des besoins, il y aura potentiellement du travail pour tout le monde. Il n'y a pas de limite spontanée au travail, il n'y a que des freins institutionnels au travail. Heureusement, on commence un tout petit peu à l'élever. Donc le travail est l'avenir de l'homme. Donc le travail, c'est la conclusion le travail est l'avenir de l'homme, et le travail doit rester l'avenir de l'homme parce qu'une société humaine, parce que le travail, alors je renvoie à un très grand philosophe du 19e siècle qui est un peu difficile à lire mais qui est extraordinaire, qui s'appelle Hegel, qui notamment dans un livre très difficile qui s'appelle la phénoménologie de l'esprit, mais a écrit un chapitre qui s'appelle la dialectique de l'homme et de l'esclave. Je terminerai par là parce que là aussi ça nous dit des choses sur l'évolution de la santé. Je simplifie à outrance, pardonnez-moi, mais l'idée d'Hegel c'est de dire le travail, c'est vraiment ce qui humanise l'homme. Le travail, c'est le propre de l'homme. Les animaux ont des activités, mais ils ne travaillent pas, ils ne construisent pas des hôtels, etc. Vraiment, le travail, c'est le propre de l'homme. L'esclave, en travaillant, finit par s'humaniser. Le maître, en ne travaillant pas et en se vautrant dans la consommation, finit peu à peu par devenir un esclave. Et au bout du compte, l'esclave est devenu le maître et le maître est devenu l'esclave. Je crois que c'est incroyablement profond. Eh bien, c'est la conclusion de cette table ronde. Merci.